BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Pour Vitam MFO, quand on évoque l'immobilier, on parle beaucoup de SCPI, on parle un peu d'OPCI, mais on oublie souvent la SCI qui a pourtant prévalu à tous ces produits-là. On répare cet oubli ce matin. Petit état des lieux d'abord sur cette SCI. C'est pas un produit la SCI. La SCI c'est une société. C'est une société civile immobilière à qui l'on prête toutes les vertus magiques du système de détention le plus optimal qui soit. Le paragon de la détention immobilière, c'est soi-disant les SCI. Alors l'objectif, il est d'expliquer ce que c'est et puis aussi peut-être de rétablir les choses de manière un peu plus mesurée. C'est un outil vraiment incontournable aujourd'hui pour qui veut gérer son patrimoine. Ça n'a pas de sens en tant que tel. Donc comme tout outil, il sert à quoi ? Et si l'on ne définit pas un objectif précis de l'usage de cet actif, qu'est la société pour détenir un actif immobilier, eh bien on oublie la raison pour laquelle on l'utilise, et là du coup il ne sert à rien. Donc ça n'a de sens que dès l'instant on a un objectif qui est défini. La SCI, juste un premier point, c'est une société. C'est-à-dire qu'elle est régie par la disposition du Code civil, c'est parce que c'est une société civile, pas commerciale, et bien évidemment immobilière. C'est-à-dire que l'actif qui est détenu au sein de l'entité est un actif immobilier, c'est un actif qui est détenu à plus de 50% en tant que tel sur des supports immobilier. Une société, ça suppose deux personnes. Ça suppose aussi, comme toute entité, eh bien d'avoir la volonté de s'associer avec l'autre. L'affectio societatis, l'intuitu personae, on ne crée pas une entité avec n'importe qui. On a envie de le faire à deux. Et donc, ce qui évite l'indivision. Et dont on sait que l'indivision, tout à chacun peut sortir à n'importe quel moment. Et puis surtout, en indivision, on a des pouvoirs politiques qui sont identiques aux pouvoirs économiques. Vous détenez un actif en indivision, et bien lorsqu'il y a des travaux à faire, à 50-50, chacun doit apporter 50%. Ce que l'on peut dissocier au sein de la société civile. Et là, c'est un instrument qui peut être relativement intéressant justement pour essayer de faire une dichotomie entre le traitement financier des flux et le pouvoir politique, économique de la société. Bon, ça, ce sont les règles en gros ? Oui, ce sont les règles. Alors, la société civile suppose des statuts, donc il faut rédiger des statuts. Ça suppose aussi un traitement juridique, un traitement comptable, donc une assemblée générale tous les ans, d'avoir un bilan. Et donc, juste un petit mot des statuts. Oui. À l'ère d'Internet, tout le monde tapera sur le moteur de recherche qu'il souhaite statut SCI et il aura gratuitement des statuts de base. On le dit, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Non, je rappelle, la règle de base, c'est que ça n'a pas de sens si jamais on ne donne pas à cet instrument l'usage que l'on souhaite en avoir. Donc, bien évidemment, adapter les statuts par rapport à sa situation, grande liberté. Accepter de faire un petit frais pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Mais bien sûr, grande liberté. Non, mais ça 1500 à 2000 euros de créer des statuts qui sont adaptés à sa situation. Je rappelle que les statuts, c'est la loi des parties, c'est le pacte qui va régir toutes les dispositions de la société et que, notamment, les pouvoirs de la gérance, dont on parlera peut-être après, peuvent être encadrés, les pouvoirs aussi de droit de vote, qui a le droit de vote entre l'Assemblée générale, l'Assemblée ordinaire, l'Assemblée générale extraordinaire, entre les usufruitiers et les propriétaires. Tout ça doit s'adapter. Et pour s'adapter, il faut pouvoir, bien évidemment, aller voir un professionnel qui va nous délivrer un conseil. Mais indépendamment des statuts qu'on doit, évidemment, rédiger de manière intelligente, il faut aussi faire vivre la société. Et il y a un traitement comptable aussi. Donc, il y a l'un des inconvénients de la SCI, c'est le coût. Donc, il faut avoir une comptabilité propre et puis retranscrire dans la comptabilité les opérations qui sont faites. Autrement, elle n'a pas d'existence juridique. Et si elle n'a pas d'existence juridique, elle n'a pas d'existence fiscale. Et à un moment donné, on peut se retrouver avec une remise en cause de l'instrument en tant que tel. Justement, la fiscalité, parce que ça fait partie aussi de la vie patrimoniale. Alors, je disais que c'était parangon de la détention. En réalité, pas du tout. Prenons en considération l'impôt sur le revenu. Donc, vous avez un actif immobilier, soit de jouissance, et là, les statuts doivent attribuer la faculté, si jamais on doit détenir un actif qui n'est non frugifère, qui n'est pas donné en location, doivent donner la faculté aux associés de pouvoir vivre librement dans l'actif détenu par la société. Encore faut-il que ce soit prévu, parce que si c'est pas prévu, la jurisprudence nous dit qu'il peut y avoir une taxation en tant que donation indirecte de l'actif au profit de l'associé qui vit dans les statuts. Donc là, qui vit dans la société. Donc très intéressant de bien viser les statuts. Deuxième point qui est important en termes d'impôt sur le revenu, donc c'est que si jamais on donne en location l'actif et que la société n'a pas opté pour l'IS, car il y a deux options, soit la société opte pour l'impôt sur les sociétés, et auquel cas on a cette opacité fiscale par le truchement de l'écran fiscal qui est l'impôt sur les sociétés, et un traitement
qui est à l'instar de celui des sociétés commerciales, avec une comptabilité commerciale, eh bien, auquel cas là, on se retrouve avec une taxation qui dépend de ce qu'on fait des actifs. Mais si jamais on n'opte pas pour l'IS, eh bien, la fiscalité qui repose sur la SCI, c'est la fiscalité des associés. Si ce sont des personnes physiques, eh bien, on a une transparence fiscale et on est taxé à l'impôt sur le revenu au barème classique. Ça se réintègre de la même manière, dont on sait très bien que la tranche marginale est à 45%, plus la CSG, ça fait un peu plus de 62%. Donc, il n'y a pas d'avantage en tant que tel. Donc, soit on est à l'IR, soit on est à l'IS. Si on est à l'IS, on peut amortir le bien. On peut aussi, bien évidemment, se retrouver à mettant des charges déductibles qui sont celles qui sont exposées en vue de conserver l'actif, ce qui n'est pas toujours le cas en matière d'impôt sur le revenu. Donc, ça a du sens. Dès l'instant, on est dans une hypothèse de structure d'accumulation. Bien sûr. Car on a vu ce que c'était à la création, on a vu ce qu'était à la gestion, puis on a la cession. Mais si on vend un actif immobilier détenu par une SCI, tandis qu'elle n'a pas opté pour l'IS, donc on est à l'impôt sur le revenu, par hypothèse, eh bien on se retrouve avec la fiscalité des particuliers, dont on sait très bien qu'au bout de 30 ans, on est complètement exonéré de tout impôt, puisque c'est 22 ans l'IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Si on a une société qui a l'IS, y compris si elle a prépondérance immobilière, eh bien on a la fiscalité du prélèvement unique, du prélèvement forfaitaire unique, à 30%. Et quelle que soit la durée de détention. Donc on ne peut pas amortir la fiscalité en cas de cession, c'est lorsqu'on a une société à l'IS qui détient un actif immobilier. Donc on ne peut pas gagner sur toute la longueur du tableau. Hein. Donc c'est pour ça que la SCI à l'IS qui détient des actifs immobiliers n'a de sens que dès l'instant où elle se conçoit dans un contexte de structure d'accumulation. Bon, si on conclut, si on résume, quels sont les principaux avantages qu'il faut retenir? Principaux avantages, dissociation du pouvoir politique du pouvoir économique. Je vous donne un exemple très simple. Le gérant peut très bien décider et doit décider de ce qu'on fait de l'actif qui est détenu par l'entité. Supposons que le gérant détienne 6% des parts de la société, tandis qu'il n'est révoqué qu'à une majorité de 95%. Il ne pourra donc pas être révoqué par l'Assemblée générale ordinaire, tandis que lui peut décider de l'affectation de l'actif, la cession, changement de location, usage à titre personnel, etc. Bien évidemment, ce n'est pas le cas lorsqu'on a une division. Donc là, c'est parce qu'on a évidemment un usage qui est propre à supposer qu'on adapte les statuts dont on avait parlé initialement. Autre avantage aussi en matière de transmission, c'est que l'on peut très bien greffer la dette que la société va prendre pour acheter l'actif. Vous achetez un actif 1000, vous avez 800 de dette. Eh bien la valeur de l'actif, des parts sociales qui font l'objet de transmission, n'est que de 200. Oui. Et donc là, on peut transmettre, en transmettant la faculté aux descendants, qui plus est, lorsqu'on a des membres de propriété, on a des avantages encore meilleurs, en donnant la faculté à ses descendants de bénéficier de la capacité contributive de générer des flux qui vont s'imputer sur, bien évidemment, le résultat de l'entité. Voilà quelques avantages. Même question sur les risques, sur les points d'attention. Alors, des risques, attention, parce qu'en matière d'IFI, donc on n'a pas et lorsque la SCI détenue détient la résidence principale, on n'a pas on a des décotes qui reposent sur les liquidités, on a des décotes pour des raisons de minorité, ce qui est applicable à tout type de société, mais on n'a pas les 30% autres aussi problématiques. Lorsque on a une SCI qui détient la résidence principale et que le conjoint reçoit survivant cette résidence principale, il n'a pas l'abattement de 20% qui s'applique en matière de succession. Donc c'est pas la panacée. Donc tout dépend de ce que l'on veut en faire. C'était la SCI décortiquée avec talent par Benoît Lombard. Merci Benoît. Merci. Pour Vitam MFO.